Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie des 10% des meilleurs vendeurs. Mais j'ai encore quelques secrets qui pourraient te permettre d'aller au-delà de tes espérances. Tu veux les connaître? J'ai un bon deal pour toi. Va sur le site leshéroesdelavente.com, télécharge le playbook de vente, c'est le recueil de tous mes meilleurs conseils que j'obtiens dans le podcast. Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Ce podcast vous est proposé par Celle-ci. Celle-ci, c'est la solution française pour piloter votre croissance clé en main. Avec Celle-ci, vos commerciaux ont un outil CRM puissant pour les aider à booster leur performance et collaborer facilement. Vous pourrez aussi utiliser Celle-ci avec vos Customer Success pour fidéliser vos clients en toute sérénité, avec votre marketing pour créer des campagnes ciblées, et aussi avec votre finance pour facturer vos clients en un clic et bénéficier d'une visibilité sur votre trésorerie. Celle-ci, c'est vraiment un outil évolutif qui accompagne les TPE et les PME dans leur croissance. Alors si vous êtes à la recherche d'un outil collaboratif complet, n'hésitez pas à demander une démo sur go.celci.com. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Alventosa. Laurent, salut. Salut. Alors Laurent, tu m'as contacté sur LinkedIn. Je t'avoue, je ne te connaissais pas. Tu m'as expliqué que tu étais spécialisé sur les sujets de vente, mais pas que. Et tu m'as expliqué avoir bien approfondi ces sujets-là, notamment, on va en parler, mais autour de la PNL par exemple, et avec des approches vraiment très innovantes par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, d'écouter, de dire dans les podcasts ou sur les posts LinkedIn. Donc ça m'intéressait, ton approche m'intéressait, donc on va parler de tout ça. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas? Ok, moi je m'appelle Laurent Alventosa. Aujourd'hui, je gère des équipes de vente, majoritairement des closers et des setters. J'ai aussi un centre de formation, je suis conférencier, je fais de l'audit en entreprise et j'ai écrit un livre, Maîtriser l'art de la vente. Ok. Alors juste, ça m'intéresse de te poser juste une question sur la partie, tu formes des closers. J'ai invité un formateur justement qui formait lui aussi des closers et je t'avoue, je savais pas, enfin, je sais ce que c'est un closer, mais je ne savais pas qu'il y avait effectivement un monde qui était celui de l'infoprenariat où les commerciaux s'appelaient des closers. Pour moi, un closer, c'était n'importe quel commercial qui allait closer une vente, mais en fait, non, c'est vraiment propre à l'infoprenariat. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, notamment pour les gens qui eux aussi, connaissent pas forcément ce monde-là? Donc closer, ça vient de l'anglais to close. Donc to close, c'est conclure. Donc, le closer, c'est vraiment la personne qui va accompagner son prospect sur les derniers mètres. Le closer, c'est un peu comme pour le foot, c'est un peu celui qui va marquer le but. C'est-à-dire que le closer accueille des gens qui ont suscité un intérêt, qui ont une intention ou qui demandent des informations et il les guide jusqu'à la conclusion de la vente. Donc, concrètement, un closer ne prospecte pas. C'est en ça que c'est différent par rapport à un commercial classique, où le commercial classique, lui, va aussi avoir toute une partie de prospection, d'acquisition que n'a pas le closer. Mais c'est propre à ces fameux tunnels de vente. Donc tu vois une vidéo sur YouTube où quelqu'un te propose, je sais pas, une formation, tu cliques dessus, tu vas jusqu'au bout et là tu vas tomber avec quelqu'un, au téléphone qui va t'expliquer la formation et qui va te closer. C'est bien ça, si je comprends bien? Ouais, c'est exactement ça. En fait, le closer, c'est le dernier maillon, c'est le maillon humain qui vient transformer la vente. Donc le principe, c'est qu'avant le marketing digital, ait réchauffé le prospect, lui ait suscité l'intérêt et commencé à créer une vraie relation avec ce prospect-là. Et ce prospect-là, au moment d'acheter des offres qui sont majoritairement des offres transformationnelles, donc des accompagnements et des formations, et surtout des offres avec un certain prix. Ça commence aux alentours des 1 500 €, mais il n'est pas rare de vendre des formations à 10, 15, 20, 30 000 €. Donc, au moment de passer à l'action, forcément, le prospect, pour vaincre sa réticence de dernière minute, a besoin d'échanger avec un humain et c'est là que le closer intervient.
OK, parfait. Bah, écoute, merci pour, cette explication. Alors aujourd'hui, on va parler de taux de transformation et justement taux de closing et toi, tu m'as expliqué en préparant l'épisode que tu avais vraiment inventé une méthode qui te permettait d'augmenter, de 50 tes taux de transformation, notamment en, comprenant et en agissant sur les mécanismes de prise de décision. Et donc, 1re question, pourquoi tu voulais, me parler de ce sujet, de cette méthode? J'imagine parce qu'elle marche, mais peut-être que tu as d'autres raisons aussi? En fait, moi, j'ai fait toute ma carrière dans la vente. J'ai commencé il y a bien longtemps avec un bac pro, et un BEP vente. Ensuite, j'ai fait mes études, j'ai vendu des voitures, j'ai fait de la vente sur salon, j'ai fait de la vente en porte-à-porte, j'ai fait de la vente par téléphone, j'ai fait tout type de vente et à chaque fois, je remarquais qu'il y avait les mêmes erreurs et les mêmes croyances en fait que tous les vendeurs ont, qui se répétaient, qui se répétaient, qui se répétaient et je me suis rendu compte qu'en fait, la vente, c'est pas si ouvert que ça. Il y a pas tant d'ouverture à la nouveauté et je me rendais bien compte qu'il y avait un problème de qualité perçue par le client. C'est-à-dire que, bien souvent, le client si on lui met vraiment une grosse pression commerciale, on va dégrader l'expérience client et au contraire, si on met moins de pression, ben, on fait une super expérience client et on va dégrader, son taux de transfo. Donc il y avait vraiment un problème de positionnement sur ce côté-là et j'ai cherché pendant longtemps comment le résoudre et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait se tourner vers d'autres techniques que les techniques purement commerciales et c'est là que j'ai commencé à mettre tout ça en place et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était possible non seulement pour le vendeur d'augmenter son bien-être, son plaisir, de faire vraiment des supers appels où il se régale. Pour le côté client, d'avoir une expérience commerciale extraordinaire et surtout grandement différenciante et la finalité de tout ça, c'est que ton taux de transformation, il augmente énormément. Voilà, et tu voulais aussi m'expliquer que aujourd'hui, on parle beaucoup soit de techniques de vente qui sont, on va dire, un peu vieillottes, qui ont en tout cas qui ont été utilisées, pendant vraiment de nombreuses années et qu'on continue à utiliser et alors que c'est un peu la vente à l'ancienne. Ou alors soit on a un autre courant, hein, qui est plutôt, d'ailleurs celui d'où je viens, c'est plutôt un peu les startups et cetera, où on va prendre des techniques un peu de vente à l'américaine, mais tu me disais que, c'était pas forcément les plus adaptés. Est-ce que tu peux, peut-être d'abord, on parle du sujet technique de vente à l'ancienne et ensuite on parle un peu de ces techniques de vente à l'américaine et pourquoi c'est peut-être, pas forcément les plus adaptés au business en France? OK, par rapport aux techniques de vente, à l'ancienne, moi j'ai constaté que ce que j'avais appris quand j'étais apprenti vendeur, dans les années 90 et ce que même moi je transmettais en tant que formateur quand j'étais formateur chez Orange, en fait, c'était à peu près pareil. C'est un peu toujours les mêmes méthodes qui reviennent. Le 100K, la pyramide de Maslow, le disque, tout ça, ça revient un peu systématiquement. Les techniques de, l'entonnoir, faire dire oui plusieurs fois à son prospect, la technique du, j'annonce mon prix puis silence, le premier qui, parle a perdu. Voilà, toutes ces techniques de vente, en fait, c'est toujours un petit peu les mêmes. Elles ont des bons côtés. Pour moi, c'est des excellentes bases pour passer de «je ne suis pas vendeur» à «je commence à être un vendeur rapidement, opérationnel». C'est ce qu'on pourrait appeler le 20-80 de la vente. Mais après, quand tu veux aller chercher, dans des ventes très complexes avec des prospects qui ont des croyances et qui ont des blocages difficilement ancrés, quand tu vas aller chercher les 20 de perf et les 20 d'élite, et ben, ces techniques, elles sont, vite limitées et elles sont encore plus limitées quand tu as affaire à des prospects fortement éduqués. Je prends un cas classique, si tu dois t'adresser à un dirigeant commercial français, si tu arrives avec tes gros sabots, avec tes questions d'alternatives et que tu lui annonces le prix, tu laisses un silence et que tu lui fais dire oui 5 fois, dans son cerveau directement, il va avoir une alerte. Il va dire tiens, il veut me closer, il me fait des techniques et du coup, ça ne va pas fonctionner. Donc ça, c'est le premier truc sur les techniques à l'ancienne, c'est Ouais. que si elles ont bien fonctionné et si elles permettent à des débutants de performer rapidement, elles ne permettent pas d'aller chercher, des hauts taux de transformation, elles ne permettent pas, d'être suffisamment armées pour, du public éduqué et très éduqué et très haut de gamme. Ouais, tu me disais que, effectivement, ces techniques un peu des 5 oui, de l'entonnoir,
du premier qui parle a perdu, finalement, tu as des preuves scientifiques, notamment dans les neurosciences, qui montrent que, ça ne fonctionne pas dans un certain environnement, quoi. Bah, exactement, si je prends le cas classique du silence, silence ou chut, chut, le premier qui parle a perdu. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue neurosciences? C'est simple, notre cerveau, il a plusieurs parties, il est constitué de plusieurs parties. Une partie située devant notre front, derrière notre front, le lobe préfrontal, c'est l'intelligence logico-mathématique. C'est avec cette partie de ton cerveau que tu résous des problèmes compliqués. C'est vraiment l'intelligence de la réflexion. Sauf que cette partie-là, qui est une sorte de supercalculateur, elle calcule très lentement. Elle n'est pas capable de prendre des décisions rapidement. Elle est capable de driver des gros calculs, mais lentement. Au contraire, si tu es juste derrière ton oreille, tu as le cerveau limbique, qui lui est le siège des émotions. Le siège des émotions, c'est un peu tout l'inverse du cerveau préfrontal. Lui, il ne faut pas lui demander de résoudre le théorème de Pythagore. Il peut résoudre que des problèmes simples. Mais il peut le faire d'un claquement de doigts, en quelques secondes. Et ce qui se passe, c'est que quand tu annonces ton prix, que tu laisses un silence, en fait, toi, ton intention en tant que vendeur, c'est faire réfléchir la personne. Du coup, tu vas le lancer dans une réflexion qui sont qu'est-ce que je dois dire. La personne, elle va avoir ce qu'on appelle en PNL un processus interne, c'est-à-dire les phrases qu'elle va se dire. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois répéter? Elle va tester les questions. Non, je dis ça, oui, je dis pas ça. Et donc, en fait, tu vas la lancer dans un processus psychique de réflexion. Et c'est complètement paradoxal parce que toi, tout ce que tu lui demandes quelques temps après, c'est de prendre une décision. Et c'est justement parce que tu as créé des erreurs de parcours et que tu as impacté son cerveau préfrontal qu'à la fin, il te sort l'objection qu'on connaît tous, à savoir je veux réfléchir. Et ça, c'est vraiment une croyance qui est fortement ancrée chez les sales et qui a une explication vraiment très, très simple d'un point de vue neurosciences. D'accord. Moi, au contraire, je fais partie d'une autre école, c'est que quand j'annonce mon prix, au contraire, juste après annoncer mon prix, je vais poser une question à la personne qui a totalement rien à voir avec le prix. Une question vraiment pour la déconnecter de ce mécanisme de réflexion. C'est un peu comme si je faisais un reset. Je lui dis le prix, je fais un reset, j'efface l'impact négatif du prix, je lui pose une question qui reset et ensuite après je la projette dans un truc hyper positif pour à ce moment-là impacter le cerveau limbique et la pousser à l'achat. Est-ce que tu as un petit exemple? Par exemple, je sais pas, tu veux me vendre, une formation, tu me dis que c'est, 2 000 € la journée et ensuite l'idée c'est de Donc quel type de phrase que tu peux donner? l'idée c'est déjà annoncer le prix dans une sorte de pic émotionnel. L'intensité émotionnelle, il faut voir ça comme une sinusoïde. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend et ça peut aller très vite. Donc déjà, la première chose, c'est petit à petit guider son prospect et l'associer à des états hyper positifs, à des émotions hyper positives, jusqu'à temps qu'elle soit à un haut niveau émotionnel. Au moment où elle est sur un haut niveau émotionnel, lui annoncer le prix. Ensuite, lui poser une question qui a plus ou moins rien à voir avec le prix, surtout pas une question du type qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça, c'est vraiment le pire, parce que ça impacterait directement le cerveau limbique. Mais une question qui peut absolument rien avoir. Ah tiens, d'ailleurs, c'est ça que vous vouliez faire. Ah ben, ça correspond à votre objectif, c'est ça que vous voulez qu'on vous délivre. Voilà, ou tiens, dites-moi, au final, est-ce que vous avez un chien ou un chat? En fait, peu importe, du moment à ce moment-là, tu viens couper la réflexion et que immédiatement après, justement, tu la relances dans un flow émotionnel positif. OK, parfait. Avant de parler des techniques un peu à l'américaine, tu me disais que toi, au-delà de ces méthodes traditionnelles de vente, donc par exemple Maslow, son CAS et cetera, toi tu utilisais plutôt l'énéagramme, est-ce que c'est ce que tu viens de me dire ou c'est encore, autre chose? Non, l'énéagramme, c'est un outil à la base, c'est un outil qui serait inventé par les Mésopotamiens, donc c'est un très, très OK, vieux outil, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ et les Mésopotamiens se seraient déjà rendus compte que même si l'humain, quelle que soit sa culture, que ça soit un Américain ou un Français ou un Chinois, l'humain avait
personnalités qui respectaient certains mécanismes. Du coup, ils ont classé ces personnalités dans 9 types, 9 types de personnalités, et ils ont remarqué que chaque type de personnalité a non seulement un désir fondamental. Le désir fondamental, c'est vraiment un désir qui va énormément attirer la personne comme un aimant irrésistible, et aussi une peur fondamentale. La peur fondamentale, c'est vraiment une peur qui fait énormément souffrir une personne, et elle va tout faire pour éviter cette peur. Et ce qui est marrant, c'est que des désirs fondamentaux et des peurs fondamentales, il n'y en a pas énormément, il n'y en a que 9 différents. Elles nous impactent toutes en tant qu'être humain, mais on en a tous une qui nous impacte plus que les autres. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand tu fais un entretien, quand tu guides ton entretien de telle façon à poser certaines questions, certains types de questions pour avoir certains types de réponses, et que tu analyses ces réponses-là, tu es en mesure de profiler la personnalité de la personne, et donc d'agir directement sur sa peur fondamentale et sur son désir fondamental. OK. Je connaissais les 16 personnalités ou la méthode DISC avec les 4 personnalités. Donc ça, c'est encore une autre méthode d'analyse des personnalités. Je sais pas Ouais. si tu appelles ça des personnalités, si? C'est ça. Et OK. ça, c'est vraiment le premier step de l'énéagramme, parce qu'après, l'énéagramme, au-delà de 9 personnalités, l'énéagramme, tu as 3 motivations, tu as 3 sous-types ou sous-personnalités. Et donc, en fait, chaque motivation, chaque sous-type va venir amplifier ta personnalité de base, ou au contraire, l'atténuer. Et donc, ce qui te fait un total de 27 personnalités possibles. OK, tu as 27, OK, pas mal. Faut le C'est retenir, hein. ça. Est-ce que tu peux me donner un exemple, je sais pas, d'une personnalité, tu vois, par exemple, moi, le disque, l'exemple du bleu, qui est très méticuleux et cetera, qui a peur du risque. Est-ce que tu peux me donner un exemple comme ça? 1 ou 2 exemples? Ouais, bien sûr. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que je trouve que le disque, va avoir des limites. Et ça, c'est plutôt un point de PNListe. C'est que chaque comportement est motivé en fonction de son contexte. Si on prend le cas du bleu de la prise du risque, peut-être que, dans ta vie, professionnelle, tu, auras tendance à prendre des risques, à aller de l'avant et à développer dans ce contexte-là, alors que dans ton contexte de vie personnelle, au contraire, tu auras plutôt une position plutôt sécurité, plutôt stratégique. Maintenant, pour te donner un exemple de PNL, tu as par exemple le type 7, qu'on pourrait appeler l'épicurien. La peur fondamentale du type 7, c'est la privation de liberté et d'expérience. Donc le type 7, c'est quelqu'un qui va vraiment marcher au feeling, au plaisir, à la découverte. C'est quelqu'un qui va avoir une énorme soif d'apprendre, mais qui va se lasser relativement rapidement. Donc ça, OK, c'est une personnalité de type 7. très bien. Ouais, je vois là, sur Google, les différents types. OK, perfectionniste, battant, romantique, observateur, loyal, protecteur, médiateur, épicurien, altruiste. OK, très bien. C'est ça. Au top. Bah, Du écoute, c'est hyper intéressant. J'irai découvrir l'énéagramme, et Ouais, m'auto-former. c'est vraiment hyper intéressant. Je t'invite aussi surtout à aller découvrir les sous-types, parce que Ouais, souvent les gens format l'énéagramme te disent: «Ouais, moi je connais l'énéagramme, les 9 personnalités de l'énéagramme», mais peu connaissent les sous-types. Les sous-types, en gros, c'est ou sous-type survie, ou sous-type tête à tête, ou sous-type social. Et le sous-type, c'est vraiment ce qu'il y a de plus facile à profiler quand on commence à OK, s'intéresser à l'énéagramme, et c'est ce qui va te permettre d'obtenir les résultats les plus rapides. très bien. Pour te donner un exemple, imaginons, moi, je fais du sport. OK, faire du sport, ça, c'est mon comportement. Ouais, Maintenant, qu'est-ce qui me motive? Quelle est mon intention à faire du sport? Si premièrement, je fais du sport parce que, je me dis que je vais éviter des maladies et je veux me défendre en cas d'agression. Donc ça, c'est une motivation survie. Si je fais du sport et que ma motivation, c'est d'être le plus beau, d'être le plus fort, d'être le meilleur, d'être champion olympique et de prouver ma supériorité, ou d'être le plus attirant physiquement, ça, c'est un instinct tête à tête. OK, Si par exemple, je fais du sport parce que mes copains, tiennent à moi et que mon équipe a besoin de moi et que ça permet au groupe d'être plus fort et que ma présence aide, et cetera, et cetera. Tout ça, ça va être un instinct, de l'instinct social, et ça, c'est extraordinaire quand tu commences à le découvrir.
Parce que tu comprends que tes prospects, en dessous de la structure de surface de la communication, quand tu commences à leur poser les questions pour leur introspection, tu arrives vraiment à trouver quel est le déclencheur, quelle est l'étincelle qui a drivé la personne. OK, top. Bah, écoute, je suis fan de ce genre de méthode d'analyse, donc je vais regarder ça, attentivement après notre épisode. Je reviens sur, ce que tu me disais, tout à l'heure, donc il y a aussi donc des techniques, plus anglo-saxonnes. Moi, je suis assez fanat, hein. Je j'en parle beaucoup dans le podcast, que ce soit, le bouquin de Jason Lemkin, Aaron Ross, From Impossible to Inevitable, les bouquins de l'agence Winning by Design, qui devraient passer dans le podcast aussi bientôt. Alors c'est beaucoup sur la tech, sur le SaaS mais toi tu me dis, attention, c'est pas forcément la panacée, notamment parce que, c'est pas forcément adapté à notre marché français. Ouais. Est-ce que Donc, tu peux m'expliquer pourquoi? alors, ce qui se passe avec toutes ces techniques, je vais appeler ça les techniques anglo-saxonnes, hein, que ça soit la technique de Dan Lok, Mmh. Jordan Belfort, et cetera, c'est que c'est des techniques qui sont faites par des Américains pour un marché américain. C'est des techniques qui, majoritairement, vont avoir pour stratégie de découvrir le point de douleur de la personne, découvrir sa douleur. Ensuite, associer la personne à sa douleur, lui faire prendre conscience des conséquences, émotionnelles que ça va impliquer sur sa vie professionnelle, sur sa vie personnelle. Ensuite, de lui expliquer le coût de l'inaction et en fait, tout ça, c'est vachement, orienté problème, en gros. C'est-à-dire que tu pars du principe que tous les gens que tu vas rencontrer ont un problème. Moi, déjà, personnellement, je ne suis pas quelqu'un orienté problème, je suis quelqu'un orienté solution. Ça, en PNL, ça s'appelle un métaprogramme. Est-ce que tu as un métaprogramme, toi? Est-ce que tu es orienté problème ou orienté solution? Donc moi, déjà, personnellement, mon métaprogramme, ce n'est pas du tout problème, c'est solution. Ce qui se passe, c'est que en orientant ton entretien comme ça, tu t'enfermes dans le triangle de Cartman. En fait, ce qui se passe, et j'ai décortiqué toutes les trames que j'ai pu me fournir, hein, de Dan Lok, Jordan Belfort, je les ai décortiquées, toutes les trames des coachs en closing français, francophones, américains, je les ai décortiquées. Et j'ai analysé le temps de parole consacré au problème. En règle générale, c'est 80% de ton temps de parole et de recherche qui est orienté problème. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais ça? Tu t'enfermes dans le triangle de Cartman. C'est-à-dire que tu passes tout l'entretien à dire à ton prospect, voilà ton problème, voilà les conséquences de ton problème, voilà les répercussions de ton problème. Quand tu fais ça, tu te mets en position de bourreau. C'est-à-dire que c'est un peu martyrisant. Tu expliques à ton problème, en gros, à ton prospect qu'il n'a pas bien agi, et tu lui expliques que tout ce qu'il a fait seul, ça n'a pas fonctionné. Et peut-être même que tu as fait pire, tu as creusé toutes les solutions qu'il a essayées qui n'ont pas fonctionné. Donc, tu as fait faire au mec un listing de tous ses échecs, de toute sa vie. Qu'est-ce que vous avez essayé, qu'est-ce qui n'a pas marché, quelles ont été les conséquences. Pour au final, à la fin de ton entretien, te positionner en position de sauveur en disant je suis le meilleur, j'ai formé des dizaines de personnes, et là tu fais un magnifique stacking value de ta preuve sociale où tu empiles de la preuve de toutes tes expériences, et en gros tu te positionnes en position de sauveur. Donc tu passes 80% de ton temps à être bourreau, 20% de ton temps à être sauveur. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as fait ça? Ben, ton prospect, lui, ne vit pas un moment extrêmement positif, et du coup, il se sent martyrisé. Martyrisé, c'est la troisième position du triangle de Cartman. Et un prospect martyrisé, pour éviter la situation, lui, qu'est-ce qu'il va chercher? C'est à fuir. Fuir et se déresponsabiliser. Donc, tu vas générer des objections du style je vais en parler à mon conjoint, je vais en parler à mon associé, je ne sais pas, je vais réfléchir, etc. etc. Il va vraiment chercher à fuir de cette situation. Et le paradoxe, c'est que, en fait, nous, ce qu'on veut en tant que sales, c'est donner confiance à la personne, de lui donner le courage d'acheter. Sauf qu'on vient de passer, si tu utilises cette trame américaine, tu viens de passer 45 minutes à flinguer la confiance en lui de ton prospect. Pendant 45 minutes, tu as dit qu'il avait des problèmes, que ça avait des conséquences et que ce qu'il avait essayé, ça a foiré. Donc, c'est totalement contre-productif. Ça, c'est vraiment d'un point de vue psychologique. Maintenant, d'un point de vue social, c'est que pour un Américain, être un loser, c'est hyper impactant.
Ne pas réussir, c'est hyper impactant. Là où un public français, surtout si tu travailles avec du B2C mass market, ben, être salarié, c'est cool. Le CDI en France, on aime bien, nous. Et puis, si ça rate, on a les aides. Donc, culturellement, ça n'a pas le même impact. OK. Donc selon toi, concentrer, son argumentaire sur, finalement là aussi j'en parle pas mal dans le podcast, mais l'aversion à la perte, c'est-à-dire, voici votre problème, voici ce que vous allez perdre si vous n'allez pas le résoudre grâce à moi, hein, entre parenthèses. Selon toi, il y a d'autres méthodes plus efficaces que, celle-ci, ou du moins en tout cas qui ne font pas sentir au prospect, le fait qu'il soit, un loser ou autre chose, quoi? Ouais, carrément. Et là, OK. une fois de plus, la PNL a une explication avec un métaprogramme extrêmement simple. OK. Donc, ça, il y a un autre métaprogramme, hein, comme tu as est-ce que je suis orienté problème ou est-ce que je suis orienté solution, tu as un autre métaprogramme, c'est est-ce que je fonctionne en éviter-le ou est-ce que je fonctionne en aller vers? Ils ont fait des études scientifiques sur des centaines et des centaines de personnes, sur tous les continents, tous les peuples, et ils se sont rendus compte que 40% des gens fonctionnaient en éviter-le, 40% fonctionnent en aller vers, et 20% restants fonctionnent aux deux. Quand tu passes 80% de ton temps à tout miser sur éviter le problème, parce qu'en fait, tu te dis à tes gens, voilà, je suis là pour vous éviter le problème. Et ben en fait, statistiquement, tu impactes 40% de ton audience et tu te prives des 60 autres pourcents. Quand tu utilises la solution, c'est d'utiliser les deux. C'est pas de faire 80% de douleur et 20% du reste. Ni au contraire de ne pas d'utiliser la douleur parce que ça a une réelle importance. En fait, la dynamique du changement, tu la crées quand tu fais 50% de quitter-le et 50% d'aller vers. C'est comme si tu avais en éviter-le, c'est comme si tu avais des lions que tu lâches derrière ton prospect. Donc, il va éviter cette douleur et il va se mettre en action, il va courir. Et que de l'autre côté, avec le aller vers, tu mettais une sorte d'hyper aimant, hyper puissant qui va l'attirer. Et OK. c'est parce que tu fais une force de répulsion et une force d'attraction que tu crées une dynamique de changement et un passage à l'action immédiat. OK. Pour bien vous expliquer en 30 secondes le métaprogramme évitez-le et aller vers, je prends toujours l'exemple des chaussures. On a tous plus ou moins de paires de chaussures, certains beaucoup plus que d'autres d'ailleurs. Et si tu réfléchis, tu visualises ta garde-robe, tu dis combien de paires de chaussures je les ai achetées pour éviter un problème? Combien de paires de chaussures j'ai achetées parce que j'avais réellement mal aux pieds, réellement froid, réellement les pieds mouillés? Et donc ça, c'est évitez-le. Et combien de paires de chaussures je les ai achetées juste pour aller vers, juste pour kiffer les posséder, juste parce que j'avais envie de les avoir, parce qu'elles sont magnifiques pour le plaisir de les posséder. Et tu verras que 80% de ta garde-robe de chaussures, elle est en aller vers et pas en évitez-le. Ouais, c'est marrant parce que j'y réfléchis aussi, et c'est vrai que tu as si on prend l'exemple des habits, des chaussures, alors là, je sais pas, ça on sort de la vente, mais quand tu veux un peu te séparer d'habits parce que tu en as trop de chaussures et c'est pas évident parce que tu dis: «Zut, ça va me servir, ça» et c'est la technique de Marie Kondo qui te dit, «Si le vêtement te crée une émotion, garde-le». Mais des fois, tu as des vêtements qui te créent une émotion alors que finalement, ils sont pas utiles. Enfin, en termes de, c'est pas ton meilleur pull qui te garde au chaud ou tes meilleures chaussures qui te gardent au chaud. Mais tu te dis: «Bah, je sais pas, j'aime bien le design, la marque, la couleur» et donc tu le gardes. Donc là, tu es plus dans l'aller vers Exactement. et alors qu'il y a d'autres vêtements, par exemple, moi, j'ai le bon exemple de baskets Geox qui sont horribles, elles sont vraiment moches. Heu, je suis ridicule quand je les mets, mais par contre, elles me gardent les pieds, au sec, elles sont Et imperméables. voilà. Ben, en fait, tu as Donc tout compris, tu as exactement tout compris, c'est que tes chaussures Geox, elles te permettent d'éviter les pieds mouillés. c'est Donc ça. tu les gardes, et tu peux avoir un vieux t-shirt d'un concert que tu as gardé ou, on en a tous comme ça, ou le vieux Ouais. jean, que tu mettais à l'époque et qui te sert à voir si tu as pris du poids ou pas. Tu le remettras peut-être jamais ce vieux jean, mais il y a une valeur émotionnelle. Il te génère une émotion, donc en fait tu le gardes. OK. C'est pour ça qu'on dit, essayez de toucher l'émotionnel, de vos prospects. En fait, aller vers, c'est un moyen de le faire, quoi. Exactement. Et du coup, c'est parce que tu as fait à la fois de l'éviter-le et à la fois de l'aller vers. C'est parce que tu as vraiment misé ton entretien sur ces 2 piliers-là, sur ces 2 énergies, incroyables énergies de motivation,
que tes gens vont passer à l'action. Sinon, tu restes statique. Ok. On peut prendre notre exemple hyper Ouais. classique, hein, sa feuille d'impôt. On a tous parfaitement conscience du problème. Tu as ta feuille d'impôt, il faut la remplir. Ça ne te fait pas plaisir. Tu sais très bien quelles vont être les conséquences du problème, à savoir majoration, stress. Par contre, si au moment de remplir ta feuille d'impôt, un ami te dit viens, on va voir une expo, ben, si tu n'es pas à la deadline, le dernier jour, à la dernière seconde, tu as 9 chances sur 10 euh, d'aller vers le plaisir de faire ça. Et si il était aussi simple de tout miser sur l'évitez-le, c'est simple, la procrastination n'existerait pas. Il suffirait simplement d'avoir conscience de son problème pour le faire. Mais l'être humain est beaucoup plus compliqué. Ok. C'est pour ça que finalement, quand on dit il y a certains produits, c'est des nice to have et d'autres des must have, et il faut essayer absolument d'avoir des produits must have. Finalement, c'est peut-être pas si clair que ça, parce que je pense à des produits qui sont des nice to have qui font fureur. Je sais pas, par exemple, des AirPods Pro, ça coûte extrêmement cher. C'est pas des must have, enfin, à part pour certaines solutions, ouais, ouais. Bah, tu peux avoir des écouteurs comme ça qui coûtent 30 euros, mais en fait, c'est sympa de les avoir. Tu crées de l'émotion, tu as une expérience utilisateur, etc. Bon, je sais pas, j'ai un peu dévié. Je sais pas si l'exemple est le bon finalement des AirPods Pro. L'exemple est bon parce que si tu prends le cas par exemple, si tu prends le cas de la marque Apple, Mm. la marque Apple, elle va tout miser sur l'aller vers. Ouais, c'est C'est ça. vraiment une marque qui mise pas du tout sa communication sur je t'évite un problème, c'est vraiment Apple. Il y a 3 jours de ça, j'ai décrypté la page d'Apple avec mes élèves. J'ai décrypté la page de l'iPhone. Et en fait, le but de cet entraînement avec mes élèves, c'était leur dire qu'est-ce qui est une caractéristique, qu'est-ce qui est un bénéfice. Et dans le bénéfice, qu'est-ce qui est un bénéfice tangible et qu'est-ce qui est un bénéfice émotionnel. Et la marque Apple, elle mise tout sur le bénéfice tangible et émotionnel. Quand tu achètes un casque Apple, il y a une partie de toi qui te dit ouais, j'aurai la classe dans l'aéroport d'avoir des super écouteurs, je serai reconnu comme quelqu'un à la pointe de la tech, je serai fier d'avoir pu me les payer. Et en fait, c'est ça que tu achètes. Tu n'achètes pas les écouteurs, parce que des écouteurs, tu en as 2 fois moins cher qui font pareil. Tu achètes le bénéfice émotionnel. Ouais, exactement. Et donc, toi, tu dis 50-50, si possible, dans la vente B2B. Mm. Là, on parle beaucoup de vente B2B. Tu fais de l'aller vers, tu fais pardon, c'est aller vers et Évitez-le. évitez-le, pardon, ouais. Et est-ce que tu as un ordre ou peu importe? Est-ce que dans ce que tu as vu, c'est plus efficace de faire d'abord de l'aller vers, ensuite de évitez-le, ou l'inverse? Alors, Ou il faut faire un peu mélanger? non, il faut surtout pas faire mélanger. Ok, On reprend la sinusoïde. Tu vois, la sinusoïde, tu as vraiment une phase ascendante et une phase descendante. Et généralement, elles sont strictement symétriques, hein. quand tu dis sinusoïde, c'est C'est une l'intensité. courbe, ouais, une courbe Ok. de fréquence, tu vois, elle monte, après elle descend, elle repasse en dessous de Ok. zéro, elle est négative, elle remonte, en fait, ça fait une courbe. Ce qui va vraiment créer la dynamique, c'est de faire un effet de yo-yo. Si tu fais, si tu fais un effet de yo-yo trop rapidement, le cerveau n'a pas le temps de comprendre et n'a pas le temps de s'associer à l'émotion ressentie. Donc Ok. déjà, le premier conseil, c'est de faire des périodes très claires et très marquées. Moi, je coach énormément mes élèves à utiliser leur timbre de voix de façon à générer ça. Par exemple, dans la partie du évitez-le, je les invite à avoir vraiment une voix où on remarque que c'est sérieux. Une voix vraiment de cœur, de coffre. Et de marquer, même si c'est saccadé, faire des silences et marquer les arguments. Par contre, dans la période de aller vers, il faut vraiment être super enthousiaste. Il faut vraiment aider son prospect à se projeter dans la joie. Donc, vraiment faire des périodes des parties de son entretien très, très, très marquées. Ensuite, j'ai beaucoup commencé, moi, par de l'énergie de l'évitez-le pour finir en aller vers. Et en fait, j'ai remarqué que ce qui marchait mieux, c'était l'inverse. Je t'explique pourquoi. Première partie de mon entretien, euh, première partie de mon entretien, je passe beaucoup d'entretiens à définir un objectif clair avec mon prospect. Donc, je veux vraiment un objectif réalisable, orienté, unique, temporel, optimisé. Je veux un objectif qui tienne vraiment la route, avec vraiment des super critères. Ensuite,
je guide mon sujet vers son état désiré. Qu'est-ce qu'il veut vivre? Qu'est-ce qu'il veut rencontrer? Je vais l'associer à son état désiré grâce à une technique de PNL qui s'appelle le VACOG, comme visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc, je vais l'associer à cet état émotionnellement-là. Ensuite, quand il est au pic, il est vraiment hyper associé. C'est génial, c'est ça que je veux faire. Mais vous m'avez tout compris, M. Alventosa, c'est terrible. Oui, mais avant d'être là, revenons ici et maintenant, au présent. Vous en êtes où? Et là, je vais l'emmener dans un état présent un peu plus compliqué. Le but pour moi, ça va être qu'il comprenne la différence entre ce qu'il veut obtenir et là où il se situe. Voilà, c'est vraiment le but pour moi, le mindset à avoir, c'est faire comprendre à son prospect qu'il y a une différence entre ce qu'il veut obtenir et là où il se situe. Et Ok. quand il aura vu la différence, qu'il aura bien perçu, donc dans cette phase-là, par contre, je parlerai du problème, bien sûr, mais sans vraiment l'ancrer. Quand il aura bien vu, à ce moment-là, pour le prospect, je lui poserai certains types de questions, comme si je lui tendais une perche pour quitter cet état négatif et retourner dans le super état positif de tout à l'heure. Et donc, en fait, comme je lui tends la perche, le mec, il la saisit direct. Il ne connaît même pas le prix en règle générale et il me fait déjà des signaux d'achat et des intentions d'achat à ce moment-là. Ok, hyper intéressant. Ça me fait penser, en ce moment, je regarde pas mal de pitch de start-up sur l'émission Shark Tank. Donc, à M6, vous avez Qui veut être mon associé? Donc, c'est des investisseurs qui investissent. Et je regarde la partie américaine, la version américaine. Et en fait, je me rends compte que les meilleurs pitchs, souvent, ils ont un peu, enfin, ils ont cet ordre-là. C'est-à-dire qu'ils vont mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. En plus, c'est des Américains. Et beaucoup même d'humour au début du pitch. Et à un moment donné, ils vont switcher, comme tu dis, à la partie un peu plus terre à terre, un peu plus finance, un peu plus gagner de l'argent si vous investissez en nous, etc. En général, ceux qui arrivent à manier ces deux choses-là, et même peut-être sur M6 aussi, hein, il y en a certains qui arrivent à le faire comme ça, ça passe bien. Alors que parfois, certaines personnes ne font que comme tu dis, le évitez-le. Parfois, c'est un peu même limite pathos. Et Ouais. là, souvent, c'est too much, quoi. Voilà, la difficulté, tu as bien dit, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le too much. Ouais. Si tu tombes dans le too much, ça devient caricatural. En fait, d'un côté, tu deviens Jean-Claude Covenant, vendeur de photocopieurs, Ouais. et de l'autre côté, c'est très relou de passer un entretien avec un humain qui passe des heures à te dire que ce que tu as fait, c'est naze. Il faut vraiment le faire dans la justesse, dans la bienveillance. Il faut vraiment bien s'intéresser à la personne, écouter énormément ce qu'elle te dit, faire énormément de reformulation derrière pour créer une relation de confiance et c'est comme ça que tu crées une bonne dynamique de changement. Mais ça, il existe d'autres professionnels qui l'ont bien compris. C'est, le storytelling. Le storytelling et les copywriters, c'est aussi quelque chose qu'ils utilisent, beaucoup. Tout allait bien, c'était génial, mais voilà, il m'est arrivé ça. Et là, il t'explique la longue traversée du désert. Après, il te dit, mais maintenant, grâce au truc curieux que j'ai trouvé presque par hasard, tu vois, c'est des structures de textes de copywriting aussi hyper utilisées. Le- la mécanique, la structure agissante est la même. Ouais, ou même, tu vois, par exemple, les youtubeurs, les bons youtubeurs arrivent à manier ça, c'est-à-dire, comme tu as dit, situation, mais il se passe un truc, mais il y a une résolution. Enfin bon, après, comme tu dis, c'est du storytelling qu'on retrouve dans les films, les romans. Mais tu vois, par exemple, je pensais moi, pendant longtemps, je pense que j'étais un commercial, bon, j'avais aucune formation, j'étais autodidacte. Je pense que j'étais un commercial très aller vers. Puis à un moment donné, j'ai eu affaire, notamment quand je me suis spécialisé dans le SaaS, la tech, le B2B, à cette école un peu américaine, exactement ce que tu dis, les pains, et effectivement, on va te chiffrer tes pains, etc. Alors j'ai acheté des outils, des logiciels où les commerciaux étaient très bons, mais étaient très dans l'évitez-le. Et des fois, j'achetais un truc et je me disais, effectivement, comme tu dis, je me sentais pas très bien en mode, zut, tout ce qu'on fait, c'est pas très bien. Bon, là, on prend un outil pour améliorer la situation, mais est-ce que ça va aller mieux? Et du coup, au final, ça peut marcher, mais effectivement, tu mets ton prospect dans une situation de doute, finalement. C'est ça. Et il y a un autre effet, tu as un autre effet négatif à tout ça, c'est que
la personne en position de vente, le vendeur ou le commercial ou le closer, peu importe comment on l'appelle, dans tous les cas, c'est un être humain. En fait, tu le mets en déficit énergétique de C'est ouf. ça. Ce qui se passe, c'est que nous autres, les sales, on a un métier où on échoue quand même beaucoup plus souvent que ce qu'on réussit. Quand tu es à 30-40% de taux de conversion en tant que sales, tu es déjà parmi les bons sales. Mais même à 30 ou 40%, ça veut dire que tu as une chance sur 3, à 33%, tu as une chance sur 3 de réussir et 2 chances sur 3 de rater ton entretien. Il n'y a aucune autre profession où la réussite de ton métier est aussi binaire. Tu prends un pilote d'avion, il ne pose pas un avion sur 3. Tu prends un plombier, il ne répare pas une fuite sur 3. Un boulanger, il ne réussit pas une baguette sur 3. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu as des équipes de vente qui vont faire plusieurs pitchs et plusieurs présentations ou dans une journée ou dans une semaine, à chaque fois, faire vivre cette expérience à un autre être humain, sachant que l'être humain, on est quand même un animal social, on vit en meute. Et bien en fait, il y a une partie de toi qui sait que ce que tu fais, c'est gênant. C'est de la manipulation, c'est gênant et c'est pas cool. Mais tu le fais parce que tu es professionnel, il faut le faire. Et bien à chaque fois que tu vas faire ça, tu vas ruiner ton énergie. Si en plus derrière tu te prends un échec, ton cerveau va se dire ok, j'étais un très mauvais être humain, j'ai fait vivre à une autre personne une expérience pas positive, et moi en plus je suis même pas professionnel, je suis même pas payé, je n'ai même pas de prime. Et donc en fait, le fait de répéter ces échecs, quand tu utilises des techniques sur lesquelles tu as beaucoup appuyé sur les pains, ça peut t'emmener vers un déficit énergétique ou un gros burn-out. Ok, Voilà. top. Là où au contraire, si tu as des entretiens où tu trouves des vraies solutions aux personnes, où tu t'intéresses à eux, tu leur fais vivre des super moments, même si tu ne vends pas, ce qui est magique, c'est que la personne, elle va dire: «Waouh, je passe un super moment, jamais personne ne m'avait parlé comme ça, j'y vois beaucoup plus clair» et du coup, même si tu ne vends pas, bah, tu auras passé un bon moment et du coup, ça va te maintenir un niveau d'énergie supérieur. Ok. Donc, si je me permets de reformuler, de conclure, en fait, un rendez-vous de vente qui peut être réussi, c'est faire vivre une belle expérience de rendez-vous à son prospect en ayant été dans l'énergie, dans l'enthousiasme, etc. Mais à un moment donné, en étant assertif et en exposant mm, un problème existant, et on essaye de faire la conjugaison des deux, tout en faisant les fondamentaux de la vente, c'est-à-dire en posant des questions, s'intéresser à l'autre, Exactement. identifier le besoin. Écoute, Laurent, on arrive à une quarantaine de minutes d'interview. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour conclure le sujet du jour, avant de passer aux questions de la fin? Non, mais écoute, voilà, je pense que j'invite tout le monde à réfléchir à ce paradigme-là, à se poser des questions, à se dire: «Voilà, moi, en tant qu'entrepreneur ou infopreneur, je veux que mes prospects vivent quoi en appel de vente ou en one to one?» hein. Mais aussi se dire que on a un autre client, c'est le client interne, c'est ses équipes de vente. Je veux que mes équipes de vente vivent quoi? Donc, vraiment se poser cette question-là et essayer de trouver une solution où on générerait vraiment énormément de satisfaction. Moi, ce que j'observe et je conclurai sur ça, c'est que je ne sais pas si tu connais la pyramide du AR en marketing, AARR, tu vois, avec tous les niveaux. Ouais. Le dernier niveau de la pyramide du AR, c'est referral, c'est les promoteurs. Et ben moi, j'inverse les deux niveaux entre la transformation et la promotion. C'est-à-dire que moi, mon mindset, c'est je transforme 100% de mes contacts en promoteurs. Je fais vivre à tous mes contacts une expérience différente, extraordinaire. Et mes promoteurs, je les transformerai certains en clients. Du coup, ce qui permet non seulement de sortir de cette vision binaire du métier de sales qui est j'ai vendu, super, je suis bon, j'ai pas vendu, je suis mauvais. Il existe, ça fait un niveau gris. Et en tant qu'entrepreneur, ce qui se passe, c'est que des promoteurs, on n'en a jamais trop. Avant de dépenser des milliers d'euros dans les régies pub, moi je dépense plus de 1 500 euros par jour dans les régies pub des réseaux sociaux. Les promoteurs, c'est gratuit. Les promoteurs, c'est eux qui te mettent un pouce, c'est eux qui te mettent un like, c'est eux qui partagent. Et le promoteur, même s'il achète jamais,
C'est ton promoteur qui fait qu'il va débusquer ton client qui, lui, ne like pas, n'aime pas, ne partage pas. C'est parce que tu as des cœurs, parce que tu as des pouces et des likes, que ton client idéal va sortir du buisson et va prendre contact avec toi. Donc vraiment, investissez du temps dans votre parcours client. Réfléchissez à quelle émotion vous générez, quelle vision de votre entreprise vous voulez donner avec ce parcours client-là et investissez dans faire d'abord des promoteurs et après des clients. D'accord et peut-être, finaliser, si tu ça aurait pu être le titre de notre épisode du jour, mais tu me disais: «Les meilleurs vendeurs sont des coachs décisionnels». En fait, tout ce qu'on a dit, c'est pour faciliter une prise de décision et Ouais, ouais, exactement. J'ai créé un paradigme de vente qui s'appelle le coaching décisionnel et j'ai observé, j'ai formé peut-être 2 ou 3 000 vendeurs dans ma carrière, que ça soit, des vendeurs en boutique, des vendeurs sur salon, des vendeurs en porte-à-porte, des jeunes, des moins jeunes, du B2B, du B2C. Les meilleurs vendeurs sont ceux qui arrivent à faire prendre la décision d'acheter à leurs clients. Prendre la décision d'acheter, c'est prendre la décision de changer. C'est-à-dire qu'avant, votre prospect, il n'était pas client et il doit changer pour devenir votre client. Et les professionnels les plus aguerris pour créer du changement, c'est les coachs, les thérapeutes et les psychiatres. C'est eux qui génèrent du changement. C'est eux qui arrivent à transformer quelqu'un qui est peut-être malade en quelqu'un qui est en bonne santé. Le mécanisme de la prise de décision, que tu achètes, que tu te dis: «Tiens, est-ce que je prends une crêpe au sucre ou une gaufre au Nutella? Est-ce que je quitte mon job pour, lancer mon business? Est-ce que j'investis? Est-ce que j'investis pas? Est-ce que j'achète des chaussures ou pas?» Le mécanisme de la prise de décision, le fonctionnement cognitif du cerveau est exactement le même. Et quand tu sais agir sur le mécanisme de la prise de décision, tu es un meilleur manager parce que tu vas faire prendre à tes équipes la décision de te suivre dans des projets. Tu es un meilleur parent parce que tu vas faire prendre la décision à tes enfants de finir leur assiette ou de faire leurs devoirs. Un meilleur conjoint, un meilleur vendeur, tu es un meilleur tout. Et les meilleurs vendeurs sont vraiment des coachs décisionnels, des gens qui accompagnent une prise de décision. donc le mécanisme de décision, c'est ça? C'est jouer avec le rationnel et l'émotionnel? C'est ça ou je simplifie un peu trop là? Ouais, ouais, je vais t'expliquer en 2 minutes. Ouais, La prise de décision, les prises de décision faciles, ton cerveau les prend instantanément, tu t'en rends même pas compte. Quelqu'un tape à ta porte, est-ce que je me lève ou est-ce que je vais, ouvrir? La décision, elle est instantanée. Par contre, les décisions compliquées, ton cerveau les prend très lentement. Est-ce que, je quitte mon CDI pour, lancer mon entreprise? Les conséquences sont difficiles et ton cerveau va réfléchir longtemps. Qu'est-ce qui se passe dans tous les cas? Ton cerveau, lui, quand il doit prendre une décision, on va dire comportement A et comportement B, il va d'abord puiser dans ses expériences. Il va puiser dans ses critères, bleu, blanc, petit, rouge, rapide, léger. Il va puiser dans ses croyances. Acheter français, c'est mieux, la terre est plate, enfin peu importe tes croyances. Et il va puiser dans ses valeurs, sérieux, ponctuel, etc., etc. Et donc il va puiser dans toutes ses expériences passées pour créer un film totalement fictif dans lequel il va tester le comportement. Exemple, tu es dans ton lit, le téléphone sonne. Comportement A, je me lève. Comportement B, je reste au lit. Donc ton cerveau, il va faire un film. Comportement A, je me lève. Il va s'imaginer être en forme, faire sa journée de travail, etc., etc. Il va s'imaginer le film. Puis, il va tester le comportement B. Si je reste au lit, ça va être la galère, mes enfants vont être en retard à l'école, ma conjointe va me crier dessus, mon patron va me crier dessus. Et il analyse les conséquences émotionnelles. Donc, il se dit comportement A égale conséquences émotionnelles, génial. Comportement B égale conséquences émotionnelles, pas terrible, égale stress. Donc, du coup, il va choisir en fonction des conséquences émotionnelles, ce qui lui paraît approprié, tu vas te lever. Donc ça, c'est vraiment comme ça que fonctionne le cerveau. OK, Quand tu utilises les techniques que je t'ai dit tout à l'heure, d'abord parler des trucs positifs et après parler des choses un peu négatives, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Tu permets à ton prospect d'évaluer les 2 conséquences avant même de lui poser la question: «Qu'est-ce que vous en pensez?» C'est-à-dire qu'il va tester le comportement A: «Qu'est-ce qui se passe si j'achète ton offre?» Et comme tu l'as projeté dans sa vie idéale avec l'offre, le produit et le service, il va
son cerveau a déjà connaissance de toutes les conséquences positives. Il va tester le comportement B quand tu vas lui dire mais qu'est-ce qui se passe si tu n'achètes pas et tu en es où dans ton business? Donc là, il va évaluer toutes les conséquences négatives. Et donc, quand tu arrives à faire l'entretien, sa balance de prise de décision, c'est comme si elle était déjà remplie. Il a déjà les conséquences émotionnelles positives, il a déjà les conséquences émotionnelles négatives, donc il est en mesure de prendre la décision. Si jamais il lui manque un des plateaux, s'il n'a pas évalué parfaitement les conséquences des deux comportements, il ne prendra pas de décision quoi que tu fasses. Ok. Bah, écoute, merci Laurent pour cette explication des mécanismes de décision. C'était une belle conclusion. J'ai encore quelques questions avant de finir le podcast. Donc, c'est des questions que je pose à tous les invités. Première question, quelle est la chose où tu as passé beaucoup de temps et que je devrais éviter? J'ai passé beaucoup de temps à prospecter à la force de mon énergie et pas avoir de vraies stratégies de prospection, des vrais plans de prospection. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à me dire que je devais prospecter et pas à partir de l'autre bout de la chaîne, à me dire: «OK, quels sont les résultats attendus et par rapport à ces résultats, quels moyens je mets en face?» Donc j'ai passé beaucoup de temps, c'est une des erreurs que j'ai fait et c'est encore ce que j'enseigne à d'autres de mes élèves qui font un autre métier qui est le setting, qui est vraiment de la prospection commerciale, c'est vraiment ce que je leur enseigne. Ok, donc pas prospecter sans Avo stratégie. Voilà, avoir un plan, une feuille de route, bien élaborée, et mettre les moyens en face de cette feuille de route et pas travailler à la force de l'énergie ou travailler attiré par le shining effect. «Ah tiens, on m'a parlé d'un super logiciel, on m'a fait une démo, je suis hypé, je le fais». Voilà, vraiment, faire comme si on Ok. avait déjà obtenu les résultats et mettre les moyens en face. Ok. Quel changement d'état d'esprit as-tu fait beaucoup trop tard? En fait, le changement d'esprit que j'ai eu beaucoup trop tard, c'est que dans ma carrière de vendeur, je me suis souvent considéré un peu comme un boxeur. C'est-à-dire que j'étais souvent dans une position un peu d'opposition par rapport à mon prospect et j'étais un peu un gladiateur. D'ailleurs, on remarque que dans le jargon commercial, le champ lexical du jargon commercial, c'est très martial. C'est des cibles, c'est des objectifs, c'est des parts de marché, c'est des conquêtes. C'est très martial. Et du coup, j'étais dans cette énergie d'opposition, de lutte, d'avancer. Comme en plus j'étais un très bon vendeur, je mettais énormément d'intensité énergétique pour être le meilleur et avancer. Et en fait, je me suis rendu compte que la vente, c'est plus être un judoka ou un expert en aïkido. C'est plus utiliser l'énergie de la personne à bon escient pour, au lieu de se prendre tout l'impact de face, faire un pas de côté, le déplacer, se servir de sa propre énergie pour la transformer. Et ça, j'ai mis énormément de temps à le comprendre. Ok. Est-ce qu'il y a une compétence aujourd'hui que tu aimerais développer? Alors moi, je suis expert en transformation, donc mon vrai domaine d'expertise, en gros, c'est on présente, quelqu'un, comment je fais pour, le transformer? Ça, c'est mon vrai domaine d'expertise. Ou alors, c'est la prospection, mais la prospection un peu comme un pêcheur à la mouche, c'est-à-dire cibler la bonne personne, aller la chercher précisément et chirurgicalement. Mais je ne suis pas un expert, je suis pas un expert en acquisition de masse, Heu, c'est pas mon domaine et c'est un domaine sur lequel je dois énormément progresser. Tu l'as dit en ce début d'interview, souvent les gens me connaissent pas, j'ai pas une image, j'ai pas une très grosse visibilité parce que comme tout le monde vient me voir très naturellement avec le bouche à oreille, je le développe pas et c'est un truc que je dois vraiment développer ma visibilité, mon marketing, mon acquisition de masse. Ok, bah écoute, j'ai fait un épisode sur le personal branding là, il y a quelque temps, donc je t'invite à l'écouter, Ah, avec ça donne plaisir. pas mal de tips, pour faire ça. Écoute, on arrive à la dernière question. Est-ce que tu as quelqu'un à me proposer pour, passer dans le podcast? Ouais, j'ai 2 personnes à te proposer. J'ai, Alec Henry OK, à ouais. te proposer qui a un parcours qui est vraiment, vraiment extraordinaire, et qui a plein de
qui a fait des choses mais vraiment intéressantes et qui est expert dans tout un tas de domaines. Donc c'est toujours un super plaisir d'échanger avec lui. Et après, Rudy Somme, qui est, qui est expert en gross hacking et marketing, et qui lui aussi a des tips incroyables pour l'acquisition, pour générer des leads, qui a des anecdotes extraordinaires du temps où il travaillait. Il avait des plateformes de voyants par téléphone. Donc, il devait générer des contacts, il devait transformer pour ses rendez-vous de voyants par téléphone. Donc, vraiment, un mec extraordinaire sur ce sujet. Comment tu l'écris, Somme? SOM, Ok, d'accord, donc je Rudy connaissais pas. Somme et Alec Henry. Ok, bon, Alec Henry, j'ai vu du contenu passer. Je connaissais pas Rudy Somme. Écoute, Ouais, je vais voir ça sur LinkedIn. Bah écoute, merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu, Laurent. bien sûr. Je vais arrêter l'enregistrement. Quitte pas tout de suite la page. Comme ça, on pourra se faire un petit débriefing. Où est-ce qu'on peut te joindre si jamais on veut bosser avec toi? Donc, je suis facilement joignable sur les réseaux sociaux. Donc, sur mon LinkedIn, Laurent Alventosa. Pour ceux que le sujet de la mécanisme de prise de décision intéresse, j'ai écrit un livre, Maîtriser l'art de la vente, que vous pouvez trouver sur Amazon, qui va vraiment vous rentrer dans le détail de comment faire pour analyser les profils psychologiques, mieux communiquer et influencer la prise de décision avec l'énéagramme et la PNL. Donc vous le trouvez simplement sur Amazon, Maîtriser l'art de la vente à l'impératif. Et après, mon mail, laurent@oxalis, oxalis.fr. Ok. Généralement, je prends le temps de répondre à tout le monde. Ok, bah écoute, merci encore Laurent pour ta dispo. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager le podcast sur vos plateformes favoris. Maintenant, je l'ai mis sur toutes les plateformes. Maintenant, vous pouvez le trouver où vous voulez. Et puis, bah écoute, on se reverra, Laurent. Avec On plaisir. suivra tes aventures et puis on va lire ton bouquin aussi. Eh bien, avec plaisir. J'attends votre retour avec impatience. Allez, salut Laurent, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros-de-la-vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la Vente. Donc 2 fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous!